fuck him out of here. Just don't. Oh my god. With this horrific breaking news, we go live to San Francisco, where Leo Jackson. Le but de ce film est de vous faire partager l'une des plus attractives villes du monde. Bien sûr, je ne pourrai pas tout vous montrer, mais j'espère vous en donner un aperçu. Bienvenue à San Francisco. Le Golden Gate Bridge est sans aucun doute le pont suspendu le plus célèbre du monde et le symbole perpétuel de San Francisco. Face aux difficultés des hommes, des vents bruts de la mer, le brouillard, le courant dangereux qui persuadait à l'opposition de sa construction, ce pont qui ne devait pas et ne pas être construit fut achevé en 1937. Seulement 2 câbles supportent l'entière structure du Golden Gate Bridge. Chaque câble d'1 mètre de diamètre contient 25 572 petits câbles d'acier, gros comme un crayon, ce qui fait une distance de 125 000 km et pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Monument de rêve qui est devenu réalité, le Golden Gate et le Bay Bridge furent construits durant la Grande Dépression en défiant l'économie et les moyens de l'époque. Depuis sa construction, le pont est sans arrêt repeint en sa couleur internationale orange. Et plus de 1 billion de véhicules l'ont traversé depuis sa mise en service. Aujourd'hui, le pont Golden Gate semble être parfait tel quel à l'époque où son projet de construction fut proposé. Plusieurs disaient qu'il ne pouvait pas être construit, tandis que d'autres disaient qu'il ne devait même pas l'être. L'écrivaine Catherine Gérould n'a pas été la seule à exprimer ses sentiments. Lorsque vous avez une approche des plus romantiques de toute la géographie, pourquoi la gâcher? Dans l'intérêt de ce caractère unique qui vous est propre, cher San Francisco, ne reliez pas le Golden Gate par un pont. Le département de la guerre à Washington DC avait aussi des objections. Le projet du pont du Golden Gate dont il est question posera un danger sérieux à la navigation aérienne. Plusieurs personnes se sont opposées à la construction du pont, mais beaucoup de gens étaient en faveur du projet. Parmi ces derniers figurait en tête Joseph Berman Strauss, l'ingénieur qui conçut le pont et qui en faisait une idée fixe. Strauss aura passé 18 ans à se battre pour voir le projet de ce pont, son pont, être mené à bien. Strauss n'était pas le genre d'homme à faire des concessions lorsque heurté à des problèmes d'ordre esthétique, technique ou bien encore politique. Il n'était pas même découragé par la crise de 1929. Mené par Strauss, les électeurs de la région votèrent en faveur du projet et la construction du pont commença en 1933.
Regardez la tour sur le côté du pont donnant sur San Francisco et ensuite, regardez les fondations en béton en bas de cette tour, sur une surface aussi grande qu'un stade de football. L'eau de la baie fut pompée et le béton des fondations a pu être coulé. Les deux tours commencèrent à être construites. Lorsqu'elles furent complétées, plusieurs milliers de filets d'acier furent assemblés pour former les deux énormes câbles principaux qui s'élèvent à partir du littoral jusqu'au sommet des tours et retombent ensuite vers le milieu du pont en formant un arc gracieux. Ensuite, les câbles verticaux soutenant la chaussée furent accrochés. La construction de celle-ci n'eut lieu qu'en dernier. Elle fut amorcée simultanément à partir des deux extrémités du pont et s'acheva en son milieu. Tout ceci est très simple à décrire, mais loin d'être facile à réaliser. Regardez les tours, les câbles et tout cet acier. Imaginez-vous en train de travailler dans ce chantier jour après jour, dans le froid, dans le brouillard et des fois sous la pluie. À cette époque, il était estimé que dans tout gros projet de la sorte, un ouvrier trouvait la mort pour chaque $1 million de frais. Le budget du pont s'élevait à 35 millions de dollars. Mais Joseph Strauss était déterminé à prendre toutes les mesures qu'il fallait afin qu'aucune vie ne soit perdue sur son pont. Voici Carney Campion, le directeur général du pont Golden Gate. Alors que la chaussée du pont était en construction, un filet était suspendu pour des raisons de sécurité. Ce filet sauva la vie de 19 hommes. Ceux qui ont eu la chance de s'en sortir vivants formèrent un club qui s'appelle The Halfway to Hell Club. Malheureusement, 11 hommes trouvèrent la mort pendant la construction du pont, dont 10 d'entre eux à la suite d'un accident, lorsqu'un échafaudage de 10 tonnes s'effondra et passa à travers le filet de sécurité. En mai 1937, le pont Golden Gate fut achevé. Joseph Strauss partagea ses impressions personnelles avec le reste du monde. Le pont du Golden Gate, ce pont qui soi-disant ne pouvait pas être construit et ne devait pas l'être. Ce pont que le département de la guerre n'autorisa pas. Ce pont dont les fondations ne devaient d'après certains jamais tenir. Ce pont qui devait gâcher la beauté du paysage s'élève aujourd'hui devant vous dans toute sa splendeur majestueuse et prouve d'une manière irréfutable que tous les défis lancés furent relevés. Regardez les tours, elles s'élèvent à presque 230 mètres au-dessus de l'eau. Suivez la chaussée du regard d'un bout à l'autre. Elle est suspendue sur une distance de 2 km. Regardez les deux gros câbles principaux. Il y a là assez de filets d'acier pour faire 3 fois le tour de la Terre. Chaque filet d'acier est relié à une attache de renforcement en acier faisant partie d'une fondation pouvant soutenir une pression de près de 50 000 tonnes. Ce sont des chiffres impressionnants, mais les chiffres ne peuvent pas eux seuls raconter l'histoire du pont Golden Gate. Il y a bien plus que cela pour rendre justice à cette histoire. Est-ce qu'un pont peut avoir une âme? À vous de juger. Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, la première chose que j'ai voulu faire a été d'aller me promener sur ce pont Golden Gate. Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous décrire ce qu'on ressent lorsqu'on vient d'arriver et qu'on se trouve sur ce pont. Lorsque vous vous trouvez sur ce pont, vous pouvez le sentir vibrer. Le pont tout entier se met à ronronner gentiment et fait entendre une espèce de ronflement musical. On se sent vraiment petit devant ce pont. À propos, ce nom existait bien avant que le pont ne soit construit. En 1846, avant que de l'or ne fût découvert en Californie, un soldat du nom de John Freeman, également explorateur, donna son nom à l'entrée de la baie Golden Gate, qui veut dire porte dorée. San Francisco est une ville de la ruée vers l'or qui s'est développée rapidement et qui maintes fois a su se mettre de catastrophes telles que des tremblements de terre, des incendies et qui en est toujours ressortie renforcée. Mais ceci mis à part, San Francisco est un port, une ville sur une baie, une ville d'eau salée, de vent et de vagues murmurant quelque chose dans ses oreilles. Admirez-la bien, car il ne s'agit pas d'une ville comme on en voit tous les jours. Laissez-vous porter par votre imagination un instant et retournons si vous voulez bien en 1776. À 4800 km d'ici, sur la côte atlantique, les 13 colonies de l'Amérique étaient sur le point de déclarer leur indépendance à l'Angleterre et de lancer la Révolution américaine. Mais ici, sur le Pacifique, les conquistadors espagnols montaient graduellement vers le nord, le long de la côte ouest. Le 28 mars 1776, le capitaine Juan Bautista de Anza se trouvait au sommet d'une falaise sablonneuse avancée qui donnait directement sur l'entrée droite de la baie. C'est sur cet endroit qu'il fit construire un fort pour garder la baie, cette base militaire nommée Presidio en espagnol et qui présidait donc du haut de la falaise, représentait le point de conquête le plus haut au nord de l'Empire espagnol en Amérique.
Le père Pedro Font, qui accompagnait Anza, était beaucoup plus intéressé par la beauté de la nature que par la stratégie militaire. Dans son journal, il écrivit « Si la baie pouvait être colonisée de manière à ce qu'elle ressemble à l'Europe, il n'y aurait rien de plus beau au monde. » La beauté de la nature que le père Font perçut à l'époque était une beauté beaucoup plus brute que celle que l'on peut voir aujourd'hui. Regardez encore les forêts du Presidio. Il y a 2 siècles, ces corniches n'étaient que pierre et sable. Les premiers arbres y furent plantés dans les années 1880, un siècle après que le Presidio n'ait été fondé. À présent, regardez en direction de l'arche en bas à gauche du pont Golden Gate, vers un bâtiment qui se trouve un peu en retrait, presque sous cette arche. Il semble petit lorsqu'on le compare au pont, mais il fut à un certain moment un symbole de force impressionnant. C'est le vieux Fort Point. Au fur et à mesure que vous en rapprochez, vous remarquerez qu'il y a 3 rangées de gros carrés noirs dans ses murs. Chacun de ces carrés est une enclave derrière laquelle se trouve un énorme canon en acier trempé. Le plus gros de ces canons pouvait tirer un boulet d'environ 60 kg et avait une portée de près de 3,5 km. Le Fort Point fut achevé en 1861. Il gardait l'entrée étroite de la baie et protégeait le port de San Francisco ainsi que les immenses richesses en or et en argent de la Californie. Pendant la guerre de sécession, le Fort Point se tenait prêt à repousser une invasion menée par les Confédérés. Mais les soldats, à la merci du froid et du vent, montèrent la garde en vain car l'invasion n'eut jamais lieu. Et comme tous les autres forts autour de la baie, les canons de Fort Point ne grondèrent jamais vers l'ennemi. Le Fort Point offre aussi une autre particularité, une vue imprenable du pont Golden Gate. Cette vue ne peut être égalée que par celle que vous êtes en train d'admirer à présent. San Francisco possède un parc exceptionnel, le Golden Gate National Recreation Area, un superbe et unique parc national regroupant un espace libre, une campagne, des plages et plusieurs épisodes de l'histoire sauvegardés à la postérité. À présent, repérons-nous un petit peu puisque nous sommes en train de nous éloigner des drapeaux colorés du quai du pêcheur, le Fishman Wharf. Sur la droite du bateau, vous apercevez une petite île pas plus grande qu'un gros rocher avec quelques bâtiments. Ce rocher surnommé The Rocks, c'est l'île d'Alcatraz. Maintenant, regardez à gauche, du côté du bateau qui donne sur le port en direction du rivage. Cherchez les 3 grands mâts du Balclutha, un vieux bateau à voile. À ses côtés, vous verrez un grand ferryboat blanc avec une cheminée noire, c'est l'Eureka. L'Eureka est un ferryboat qui date des années 1890. Avant que les grands ponts ne soient construits, l'Eureka transportait des wagons, des Ford Model T, des passagers qui faisaient la navette pour se rendre à leur travail et même du bétail qui arrivait en ville en débandade. Le Blackutah préserve le souvenir des bons vieux gréeurs carrés qui furent une fois les seuls liens reliant les villes frontières de la côte ouest avec le reste du monde. Ces vaisseaux font tous 2 partie du parc national maritime historique de San Francisco, connu aussi sous le nom de Hyde Street Pier. Lorsque vous visitez le Hyde Street Pier, il se peut que vous décidiez de vous arrêter à la vieille fabrique de chocolat. Vous pouvez voir l'affiche Ghirardelli d'ici. Elle est située en haut des briques rouges de la fabrique de chocolat que vous apercevez au-dessus des bateaux. San Francisco est réputé pour sa très bonne nourriture. Le chocolat Ghirardelli fait bien sûr partie de cette tradition. La majeure partie de la chocolaterie a été transformée en boutique et en restaurant. Mais les vieilles machines à fabriquer le chocolat sont encore à l'œuvre et vous pouvez les voir fouetter et remuer des milliers de litres de chocolat au lait crémeux. À présent, regardez droit devant vous, un peu plus loin au long du littoral. Vous verrez un autre vaisseau historique. Il s'agit du Jeremiah O'Brien, un bâtiment d'un peu plus de 134 mètres dont la coque percée n'est plus qu'un vestige nous rappelant les années de l'Amérique en guerre, lorsque San Francisco devint le plus grand chantier naval du monde. Le Jeremiah O'Brien est le dernier exemple de ce qu'on appelle un Liberty Ship ou bateau Liberté de la Seconde Guerre mondiale. Les bateaux Liberté étaient fabriqués en série et étaient littéralement mis en service en l'espace de quelques semaines. Plus de 2700 bateaux de ce type furent construits. Le Jeremiah O'Brien est le seul à être conservé dans son état original. Il représente aujourd'hui un monument flottant dédié à la mémoire de tous les marins qui ne sont jamais revenus de la guerre mondiale. En aval du Jeremiah O'Brien, il y a de grandes bâtisses avec des toits rouges. Ce sont les embarcadères de Fort Mason, un des nombreux forts que nous verrons autour de la baie aujourd'hui. Pendant plus de 200 ans, Fort Mason était une base militaire. De nos jours, il sert de quartier général au Golden Gate National Recreation Area. Ces embarcadères et ces entrepôts abritent une 50aine d'organisations écologiques, théâtrales et artistiques.
Au-delà de Fort-Maisson, la bordure de mâts longeant le rivage délimitait le quartier de la Marina. Les maisons élégantes et imposantes donnent l'impression que ce quartier est bâti sur un terrain dur. Mais ne vous effiez pas. Regardez comme le niveau du sol est plat. On ne peut plus trouver de terrain comme ça à San Francisco. Le quartier de la Marina repose sur une partie vaseuse de la baie qui fut assignée et comblée pour la création du site de l'exposition internationale Panama-Pacifique de 1915. S'étendant sur environ 3 km au bord de l'eau, l'exposition était en fait une vraie petite ville de rêve constituée de pavillons, de galeries d'attractions et de diverses merveilles qui venaient du monde entier. C'est par bonheur qu'un des édifices de cette ville de rêve soit toujours debout. Regardez devant vous et repérez un bâtiment avec un grand dôme près du rivage. C'est le Palace of Fine Art, ou Palais des Beaux-Arts, témoignant de cette exposition glorieuse que quelqu'un avait qualifiée de « révélation sublime d'une beauté qui n'a jamais été vue sur Terre ». Officiellement, l'exposition marquait les festivités de l'inauguration du canal de Panama. Mais en fait, pour les citoyens de San Francisco, c'était bien plus que cela. Cela représentait le fait que la ville s'était finalement remise des événements destructeurs qui commencèrent à 5h12 le matin du 18 avril 1906 à la suite d'un tremblement de terre qui rasa San Francisco. En 1906, le tremblement de terre a été très grave, bien plus grave que celui de 1989. Mais le vrai désastre fut causé par le feu qui en résultait. Regardez la ville et concentrez-vous sur le groupe d'immeubles tout autour de la pointe de la pyramide de la Transamérica. Imaginez cette section entière de la ville engloutie dans les flammes. Telegraph Hill, Nob Hill, Russian Hill, le quartier financier. Ce n'était pas juste qu'un incendie, mais une tempête de feu qui dura 3 jours et 2 nuits. Eh bien, ce matin-là, lorsque je me suis réveillé, notre maison se trouvait sur le terrain des voisins. Ça m'a complètement jeté du lit. Tout le monde disait « Eh bien, faites vos prières, que c'est la fin du monde. » Et on y a cru. Le grand tremblement de terre de 1906 fut le pire tremblement de terre de San Francisco, mais certainement pas le premier et loin d'être le dernier. Mark Twain se trouvait là au moment d'une secousse majeure, 40 ans auparavant. Le sol semblait rouler sous mes pieds comme des vagues. Toute la façade d'un immeuble en briques, haut de 4 étages, s'est ouverte brusquement comme une porte et est tombée en s'affalant en travers de la rue. Des dames et des messieurs se pressèrent dans les rues. Une femme qui venait probablement de laver un enfant qui était encore nu s'est mise à courir en bas de la rue en le tenant par les chevilles comme un nain déplumé. Lorsque le feu finit par se consumer, la majeure partie du centre-ville dont San Francisco était si fier ne ressemblait plus qu'à un tas de cendres et de décombres. 28 000 immeubles et bâtisses diverses furent détruits et 250 000 personnes se retrouvèrent sans abri. Des dizaines de milliers de San-Franciscains ont pendant plusieurs mois habité dans des tentes en attendant que la ville soit reconstruite. Les dégâts furent sévères, mais la reconstruction fut encore plus impressionnante. En 3 ans, 20 000 nouveaux immeubles furent construits et San Francisco était remis sur pied, bien renforcé. La remise sur pied d'après le grand tremblement de terre fut en quelque sorte la renaissance de San Francisco. La terre trembla encore en 1989 et ironiquement ce fut le quartier de la Marina qui subit les dégâts les plus graves. Le périmètre des terres assainies trembla et roula comme des vagues d'océan, alors que les bâtiments s'effondraient, ne laissant souvent que des décombres.
Embrassez du regard l'ensemble de la vue qui s'offre à vos yeux et essayez d'imaginer à quoi tout cela ressemblait en 1847. À cette époque, il y avait très peu de signes témoignant de toute civilisation. San Francisco n'était qu'un tout petit village établi autour d'un comptoir commercial de William Richardson sur les rivages de la crique de Yerba Buena. C'était simplement un petit village paisible et tout à fait quelconque de 1847. Mais en 1848... De l'or, on a trouvé de l'or en Californie. Les journées calmes de ce petit village paisible touchèrent à leur fin. Au départ, le village avait presque complètement disparu. Tout le monde à San Francisco s'était muni d'une pelle et s'était dirigé vers les collines. Dans un éditorial, le rédacteur en chef d'un journal local se plaignait. Les magasins sont fermés et les bureaux désertés comme si un fléau avait soudainement mis fin à notre esprit d'initiative. Tout est maussade, monotone, mort. Après avoir écrit ces mots, le rédacteur en chef ferma les portes de son journal et partit lui aussi en direction des collines. La ville ne demeura pas longtemps déserte. Des jeunes gens du monde entier, avec une lueur dans leurs yeux et plein d'aventures dans leur cœur, partirent pour San Francisco. En 2 ans, la population du petit village s'est levée de 500 personnes à 25 000 personnes. Bayard Taylor, du New York Tribune, décrivit la scène. Des Yankees de toutes sortes, des Californiens du pays en poncho et en sombrero, des Chiliens, des Hawaïens, des Chinois avec leurs longues tresses, des Malais armés de leurs couteaux éternels. On ne sait pas si tout cela est réalité ou s'il s'agit d'une espèce de rêve merveilleux. La vie qu'on menait à San Francisco était sans restriction et insensée. Le cœur de la folie se situait dans un quartier qui s'appelait Barbary Coast, où il se passait beaucoup de choses et où la loi et l'ordre étaient absents. Beaucoup plus tard, en décrivant San Francisco dans leur mémoire, quelques personnes référaient à un paradis, tandis que d'autres faisaient allusion à l'enfer. Et j'estime honnêtement que la Californie peut fournir et en fait fournit les meilleures mauvaises choses qu'on puisse obtenir en Amérique. Pendant les 50 ans qui suivirent, San Francisco, qui n'était qu'un campement d'une région minière, se transforma en une ville riche avec des hôtels particuliers, des manoirs impressionnants, de grands hôtels luxueux et des théâtres élégants. Les origines de la ville comme comptoir commercial ou petite colonie espagnole devinrent rapidement passé lointain. Aujourd'hui, la plupart des traces de la présence espagnole ont été effacées par les siècles qui ont passé. La Mission Dolores est un des seuls vestiges encore intacts qui témoignent du patrimoine espagnol de San Francisco. Mais l'esprit des premiers colons flotte encore dans la région avec les divers noms espagnols donnés à plusieurs endroits. Des noms comme San Francisco et Tiburon, qui veut dire requin en espagnol. Oui, il y a des requins dans la baie, et il y en a encore aujourd'hui. Des requins et bien d'autres espèces aussi. Regardez encore la baie et tâchez de vous imaginer ce qui s'y passe en profondeur. En fait, il ne s'agit pas d'une baie, mais d'un estuaire. Voici Harold Williams, un auteur spécialisé en écologie. Un estuaire est un endroit où une rivière ou plusieurs rivières se rassemblent. Leurs eaux se mélangent à l'eau salée de l'océan et créent ce milieu d'eau douce et d'eau salée propice au développement et à l'existence de plusieurs espèces. Nous sommes en train de passer devant un endroit qui porte notre nom espagnol. À notre gauche, Angel Island, l'île que les Espagnols appelaient la Isla de Nuestra Señora de los Ángeles, ou l'île de Notre-Dame des Anges. Il y a 2000 ans, Angel Island était le pays des Indiens Miwok, qui menaient une vie paisible sur ce petit paradis, chassant dans les forêts de l'île et pêchant dans la baie. Plus tard, l'île fut utilisée comme base militaire par les Espagnols et par la suite par les Américains. Aujourd'hui, Angel Island est un parc de l'État de Californie. Des pistes pour promenade à pied et à bicyclette parcourent ces espaces ouverts. L'île est de nouveau un petit paradis terrestre au milieu de la baie, un paradis auquel vous pouvez accéder aujourd'hui en prenant le ferryboat. Mais il y a un autre chapitre mentionné dans l'histoire d'Angel Island, un chapitre qui commença vers la fin des années 1800, quand le gouvernement des États-Unis fit construire une station d'immigration. L'île devint alors Ellis Island de la côte ouest. Pendant plus de 50 ans, une marée d'immigrants et provenance de l'Asie passa par Angel Island. Plusieurs immigrants chinois y séjournaient jusqu'au moment où ils étaient en mesure de prouver qu'ils avaient de la famille et qui vivaient déjà aux États-Unis. Mon nom est Jiang Qianqing. Je suis venu ici en 1924. Je suis allé dans l'île
ce qu'ils appellent Angel Island. Les immigrants étaient interrogés pendant des heures et leurs réponses étaient comparées avec celles fournies par d'autres membres de leur famille. D'abord, ils m'ont demandé mon nom et prénom, les noms de mes parents, ceux de mes frères et sœurs. Par la suite, ils m'ont posé des questions sur la maison, combien il y avait de portes, de fenêtres. La conséquence d'une mauvaise réponse était l'expulsion. Mais aujourd'hui, les vieux bâtiments du centre de détention ont été transformés en musée, en monument à la mémoire des immigrants asiatiques, de ces hommes et de ces femmes qui affrontèrent barrières légales et préjugés raciaux, dans l'espoir de jours meilleurs. Aujourd'hui aussi, plusieurs descendants de ces immigrants figurent parmi les officiels et les chefs de file du monde des affaires de San Francisco. Bienvenue sur Alcatraz, The Rock, le rocher. À présent, nous sommes en train de nous approcher d'une autre île qui a aussi un nom espagnol, Alcatraz. Alcatraz fut à certains moments peuplé de pélicans et porte un nom qui vient du mot espagnol Alcatraces, qui veut dire pélican. Le premier bâtiment a été construit sur cette île fut un phare, le premier phare de Californie. Plus tard, l'armée y construisit un fort, mais la roche aride de l'île rendait cet endroit tellement déplaisant qu'il fut rapidement aménagé en prison militaire. Par la suite, en 1934, le gouvernement remplaça le fort par un pénitencier fédéral, une prison au cœur même du système de prison, un endroit destiné à recevoir les plus grands criminels. Mon nom est Jim Killen. J'ai été détenu à Alcatraz pendant 10 ans et un jour. Les prisonniers à Alcatraz n'étaient pas comme ceux de Folsom ou de Saint-Quentin, vous savez. Sur Alcatraz, vous savez, et je ne suis pas en train de me vanter, il y avait beaucoup de classe. On peut dire qu'il s'agissait de criminels de plus haut calibre. C'était plus ou moins des pros. Des gens qui braquaient des camions, de postes des banques. Ils étaient d'une trempe bien au-dessus de la moyenne. Ils étaient tous des autres fous comme moi. Et c'est comme ça qu'on se sentait tous à Alcatraz, tous les mêmes. Je m'appelle George Kelly. On m'a surnommé Machine Gun Kelly. Mon numéro est le 117, AZ 117. J'étais quelqu'un qui détestait tout à ce moment-là. Je détestais tout ce qui rampait ou marchait sur Terre. Il y avait 302 cellules, dont 260 en moyenne occupées sur 29 ans. 1576 prisonniers sont passés par Alcatraz et une trentaine sont revenus sur l'île après avoir récidivé. Robert Franklin Stroud dit l'homme oiseau. L'homme oiseau parce qu'il adorait étudier les oiseaux sur l'île. Tout son surnom de Birdman of Alcatraz. Et combien d'autres, car je ne peux citer tout le monde. Quant à lui, Al Capone réussit à avoir une réduction de peine à 6 ans et 5 mois pour bonne conduite. Et il passa la dernière année en prison, à l'hôpital pour se faire soigner de la syphilis. Il fut relâché en novembre 1939 et envoyé à l'hôpital de Baltimore, où il fut soigné jusqu'en mars 1940. Malheureusement pour lui, sa santé se détériora et c'est sur sa propriété de Miami Palm Island qu'il décède le 25 janvier 1947 d'une crise de cœur. 35 prisonniers ont essayé de s'évader. 2 ont réussi à s'échapper, mais très vite repris et renvoyés sur Alcatraz. 7 furent abattus par les gardes en essayant de s'enfuir. 5 se sont noyés. 8 personnes furent assassinées. Leurs cellules étaient d'une grandeur de 2,75 m sur 1,50 m de large. Mais le 11 juin 1962, la plus belle escapade fut celle de Frank Morris et les frères Anglin, et n'ont jamais été retrouvés, et sans doute morts noyés. Quoique... Au
Aucune exécution n'eut lieu à Alcatraz. Les condamnés à mort étaient envoyés au pénitencier de San Quentin, à Marin County, à 26 km de là, pour être exécutés à la chambre à gaz. Finalement, le 21 mars 1963, le AZ 1576, Frank Wetherman, fut le dernier prisonnier à sortir de la prison d'Alcatraz. Et quand la presse lui demanda sa dernière pensée, il répondit « Alcatraz n'a jamais été bon pour personne ». J'ai eu aussi, à ma grande surprise, le plaisir de rencontrer des anciens détenus à Alcatraz, qui ont écrit des livres ou revenaient sur l'île en pèlerinage personnel. Je ne peux pas vous dire l'émotion énorme que l'on ressent, avec des frissons dans le dos et une admiration incontournable. Pourquoi ? Pourtant, ce n'étaient pas des anges. Aujourd'hui, mes 3 rencontres sont décédées. Sont-ils en enfer ou au paradis ? Willie Redkey, mort à 95 ans, le AZ 666, est décédé en septembre 2006. Darwin Kuhn, décédé en février 2011, le AZ 1422. Et le AZ 2214, Clarence Montgomery, décédé mars 2012. Frank Haney était le plus jeune garde ayant jamais servi à Alcatraz. Et encore aujourd'hui, vous aurez peut-être la chance de le rencontrer, car de temps en temps il vient bénévolement parler de l'époque où Alcatraz était encore une prison. Sur les murs des quartiers des gardes, on peut toujours voir des graffitis datant de ce qu'on appela plus tard l'occupation indienne de 1969. Un groupe de 89 Indiens américains revendiquèrent l'île en tant que terre indienne et l'occupèrent pendant 2 ans. Un vieux traité disant que les membres mâles de la grande nation Sioux pouvaient revendiquer toute terre fédérale en excès et non utilisée permit à ce groupe de réclamer l'île. C'était la première fois en près d'1 siècle que des Indiens appartenant à des tribus différentes se rassemblèrent autour d'un motif commun. Les Indiens furent finalement expulsés de l'île. Ils furent probablement les seuls habitants d'Alcatraz qui en soient partis à contre-cœur. Pour tous les autres qui vécurent en ces lieux, partir était une obsession. Alcatraz fait maintenant partie du Golden Gate National Recreation Area et attire chaque année plus de visiteurs qu'aucune autre attraction de parc national dans tous les États-Unis. Vous pouvez la visiter à tout moment et non pas comme ceux que nous venons d'entendre, vous pouvez en repartir dès que vous voudrez. À présent, si vous regardez devant vous, vous verrez le pont de la baie reliant Oakland à San Francisco. Celui-ci couvre une distance de 13 km et demi-séparé en son milieu par l'île de Yerba Buena. Le pont de la baie est en fait composé de 2 ponts d'Oakland à l'île. Il s'agit d'un pont cantilever et de l'île à San Francisco, c'est un pont suspendu. Regardez l'énorme pilier en béton au centre du pont suspendu. Il s'élève à 61 mètres au-dessus du niveau de l'eau et rejoint des fondations dans le soubassement de la baie à une profondeur d'une 60aine de mètres. Cette colonne est plus massive que la grande pyramide d'Égypte et contient plus de béton que l'Empire State Building à New York. En retournant en direction du Fisherman Wharf, notre point de départ, et juste après le cœur de la ville, regardez Telegraph Hill. C'est la colline qui se rapproche le plus de l'eau, celle qui a eu une tour blanche à son sommet, c'est la tour Coit. La construction de la tour a été possible grâce aux biens monétaires laissés par Lily Hitchcock Coit. Elle grandit en ville et était un vrai garçon manqué qui n'arrêtait pas de courir derrière les camions de sapeurs-pompiers. Dès qu'elle entendait leurs sirènes, elle laissait carrément tout tomber et sortait comme un ouragan à leur rencontre. Elle aimait les pompiers. Une légende dit que pour commémorer toutes les journées qu'elle passait en leur compagnie, la tour est supposée rassembler un ajustage de lance à incendie. La tour Coit est bien plus qu'un point d'intérêt. Elle représente aussi tout le patrimoine d'une femme qui aimait l'exaltation, les lumières vives et l'aventure. Perchée dangereusement au bord du continent, la tour symbolise les grands rêves et tous les risques qui furent à l'origine de San Francisco. La mairie de San Francisco est du style Renaissance et fut construite en 1915 avec du granit californien. Elle a une particularité, son dôme est à 6 cm de plus que le dôme de la capitale, à Washington DC.
maintenant, revenons sur le Fisherman Wharf, ou le port des pêcheurs si vous préférez. Avec ses couleurs brillantes, ses odeurs de produits maritimes, et une attraction que vous ne pouvez pas manquer, si vous venez à San Francisco avec toujours une ambiance d'origine européenne et surtout italienne, c'est là qu'il faut aller. Pier 39 possède beaucoup de magasins, de restaurants et d'attractions touristiques, qui est aussi le départ de nombreuses croisières sur la baie de San Francisco ou Alcatraz. Pier 39 est vraiment spécial et vous y trouverez des artistes de tout genre, mimeurs, musiciens, acrobates, magiciens, artistes peintres et combien de choses encore. Oui, voilà encore un quartier de San Francisco spécial et bien souvent au bord de la douce folie. N'oubliez pas d'aller visiter le jardin japonais qui se trouve dans le Golden Gate Park. Avec ses pagodes et ses jardins fleuris, cela nous amène directement au Japon et nous fait découvrir vraiment une autre culture. Ce jardin a été construit en 1894. Un autre endroit de San Francisco, c'est Union Square. En plein centre de la ville, c'est une petite place entourée de beaux magasins, agréable pour s'y reposer pendant la coupure à midi. Mais qui peut aussi de temps en temps se transformer en salle de spectacle en plein air. Avec écran géant, où toutes sortes de manifestations peuvent être réalisées. Il n'y a aucun doute, la population asiatique est très importante à San Francisco. Beaucoup d'entre eux ont immigré du sud de la Chine pour s'échapper de la guerre civile et la famine en 1850. Ils sont venus par milliers et beaucoup d'entre eux sont venus pour travailler à la construction des chemins de fer dans l'Ouest américain. Le quartier chinois comprenait déjà à cette époque-là environ dans les 30 000 Chinois vivant dans leur quartier pratiquement séparés du reste du monde. Cependant, les troisième et quatrième générations d'Asiatiques se sont écartés de leurs traditions et se sont américanisés. Et si vous avez la chance, n'hésitez pas à aller voir un Nouvel An chinois et leur magnifique parade. Ça alors, moi qui viens du sud-ouest de la France, je pensais que les échassiers étaient landais. Ne me dites pas que cela aussi est made in China. Maintenant, en sortant de Chinatown, nous nous approchons de North Beach, quartier italien où les premiers immigrants en grand nombre sont arrivés dans les années 1890. Ensuite, une deuxième vague d'immigrants italiens eut lieu entre les années 1920 et 1930. Et bien sûr, encore après la Deuxième Guerre mondiale. Le quartier North Beach était surnommé The Little Italy, la petite Italie. Mais maintenant, North Beach commence à perdre cette ambiance italienne et se fait grignoter doucement par les Chinois. Oh non, ne croyez pas que les Italiens se font envahir. Mais c'est de eux-mêmes qu'ils ont bougé en dehors de San Francisco, vers le nord, comme Marin County, San Rafael, Santa Rosa, ou vers le sud, vers San Mateo, Burlingame, etc. Cependant, il reste encore les indéracinables qui vivent avec le tourisme. La nuit, le quartier se transforme en un petit Pigalle américain, avec bars, boîtes de nuit et spectacles pour adultes. Mais rappelez-vous, la loi californienne est intransigeante. Tout ferme à 2 heures du matin. Et ici, croyez-moi, la loi est appliquée. San Francisco a de nombreuses parades multiculturelles. Mais une des plus importantes doit être sans doute Columbus Day, le jour en l'honneur de Christophe Colomb, qui officiellement découvrit l'Amérique en 1492.
Avec une très importante participation d'Italiens, bien sûr, cela reste une parade pour tous. La beauté de cette parade est justement de voir la réunion de cette diversité ethnique. Et aussi tous les ans, un spectacle extraordinaire des Blue Angels au-dessus du Golden Gate et la baie de San Francisco. Encore une autre parade assez importante, c'est la Saint-Patrick. Alors là, ce sont les Irlandais, et là aussi vous verrez du vert partout. Tout comme les Italiens et les Mexicains que nous verrons plus tard. Par contre, il est absolument nécessaire de s'habiller en vert ce jour-là. Sinon, n'importe qui a le droit de vous pincer et ouch, ça fait mal. Il n'y a aucun doute, vous ne pourrez éviter la rue principale de San Francisco, Market Street. Market, comme l'indique son nom, veut dire rue du marché et divise en deux le centre de San Francisco. En fait, c'est downtown, le centre financier de San Francisco. Et là, avec départ et arrivée de transports comme ces petits tramways électriques et aussi des gares, du BART, le métro régional, je dois reconnaître aussi que les transportations de la ville ne sont pas les meilleures, mais il faut faire avec. Ah, nous y arrivons. Puisque nous sommes dans les transportations urbaines, nous voilà enfin à quelques enjambées de Market Street, avec le fameux cable car, la voiture à câble si vous préférez. Le 2 août 1873, Andrew Halliday fait un essai du premier cable car sur la colline de Nob Hill, entre la rue Clay et la rue Jones. Maintenant, je ne rentrerai pas dans les détails car cela serait beaucoup trop long. Bien sûr, avec le tremblement de terre de 1906, le système fut très endommagé et remplacé par les premiers autobus sur rail. Imaginez-vous la rue Market avec voitures, chevaux et tout cela sans aucun contrôle routier. J'ai eu la chance d'avoir ce document de l'époque. En 1982, le système complet du cable car fut révisé et en janvier 1998, la première femme, Mary Burns, fut aux commandes d'un cable car. Ce n'est pas évident, car il faut pas mal de force pour contrôler ces engins, freinage et tout le reste. Le cable car revient de loin, car plusieurs fois il a failli être éliminé à jamais. Mais heureusement a survécu à tous les politiciens et aujourd'hui reste une des attractions principales de San Francisco, et cela fait 140 ans
qu'il est en service. Il y a environ 13 millions de personnes qui prennent le cable car par an, sur une distance de 15 km en moyenne de route. Cette transportation est surtout utilisée par les touristes. Encore une attraction pour les touristes, Lombard Street. Lombard Street avait été créée en virage serré pour calmer la vitesse routière à cause de sa descente assez brute. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas son grand succès à la visite de cette rue. Sinon les belles fleurs d'hortensia et une légende imposée à la visite de San Francisco. J'ai même entendu dire qu'il était question de la fermer car le voisinage assez aisé se plaint du bruit et du trafic automobile. Maintenant, nous remontons la rue Market Street complètement à l'opposé et on se retrouve dans le quartier de Castro, ce quartier bien connu pour sa population de gays ou homosexuels si vous préférez. Il est vrai encore une fois, c'est un quartier différent et spécial. Toutefois, n'allez pas croire, malgré leur façon de vivre, ces gens-là sont d'une intelligence moderne, bien sûr inacceptable pour beaucoup, mais sont en général des gens très instruits, éduqués, artistes, avec beaucoup de talent et une participation importante dans la vie quotidienne de San Francisco. La communauté gay de San Francisco ont une renommée de pouvoir très bien animer Halloween. Mais non seulement ça, ils animent aussi le Gay Parade, qui est leur parade, et en plus de ça, Pale Breaker, qui est le marathon de San Francisco. En redescendant vers le bas de Castro, nous allons vers le quartier latin, surtout peuplé en grand nombre par des Mexicains. Mais en passant, arrêtons-nous au 3841 de la 18e rue. Eh bien tout simplement, l'adresse de la fameuse chanson de Maxime Le Forestier, c'est une maison bleue. Finalement, l'année dernière, le secret a été dévoilé par Maxime Le Forestier en personne. Je ne peux pas vous dire combien de maisons bleues à San Francisco ont été prises en photo par des touristes français, moi y compris d'ailleurs, en faisant croire qu'ils avaient vu la maison bleue. En fait, cette maison avait été repeinte en vert et c'est grâce à Alexis Veneface, un stagiaire français à San Francisco, que ce projet un peu fou a démarré. Une société de peinture, Ressources, relève alors le défi et prend en charge tous les frais des travaux à leur compte. Les nouveaux propriétaires ont naturellement accepté de la refaire peindre en bleu pour pas un sou. Enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, il a la quena jusqu'à la nuit noire. Une plaque a été accrochée sur la maison et inaugurée par monsieur le consul général de France, Romain Serment. Je peux dire qu'aujourd'hui, enfin, justice est rendue aux Français. Qu'ils y viennent à pied ou pas, qu'ils en aient la clé ou pas, en tout cas aujourd'hui, ils sauront où se trouve cette maison bleue adossée à la colline. 40 ans plus tard, Est-ce que la maison est comme dans votre souvenir? Non, non, pas du tout, puisqu'il lui manque les gens qui étaient dedans. Et je suis heureux de revenir, surtout de voir tous ces gens qui sont touchés par cette histoire. C'est ça qui est émouvant plus que les murs. Ah bon, j'ai l'état d'esprit de plein de gens d'ici. San Francisco, c'est très particulier. Ah ouais. C'est très proche de nous. Les gens sont souriants, ouverts, sympathiques. Non, mais je pense qu'elle est bien comme ça. Donc, c'est vrai que les locataires vont être très emmerdés maintenant parce qu'ils vont avoir des bandes de Français tous les jours qui vont venir chanter une chanson qu'ils ne connaissent pas. Ça fait rien, on l'apprend. Maintenant, nous arrivons dans le quartier latin de la Mission. Je vous ai déjà présenté la Mission Dolores il y a une vingtaine de minutes. Mais tout ce qui l'entoure est aussi à voir. Vous vous retrouverez dans une ambiance très forte de l'Amérique du Sud, avec différentes nationalités. Donc,
du San Salvador, Brésil, Venezuela, Guatemala, Chili, Argentine et combien d'autres encore. Mais les Mexicains sont les plus nombreux, des gens très vivants, fiers, mais aussi très vaillants, car en général ce sont eux qui font les travaux les plus difficiles. Les Mexicains ont toutefois une fête qu'ils célèbrent avec fierté, c'est le 5 mai, el 5 de Mayo. En fait, cette fête n'est même pas célébrée officiellement au Mexique. Mais tous les expatriés mexicains dans le monde, et même à Paris, ne l'oublient jamais. Cela représente une victoire de l'armée mexicaine contre l'armée française en 1862. Cela avait duré une semaine et les pauvres Mexicains furent de nouveau envahis par l'armée française. Ce jour-là, el 5 de Mayo, c'est la fête. Les shows de voitures classiques avec suspension électrique, les bars, les restaurants et le quartier de la Mission est en ébullition. Les bières et la tequila coulent à flot. Abriendo una herida en mi corazón. Parmi tous ces musiciens, artistes peintres, acrobates, il y en a un qui a vécu ici depuis l'âge de 13 ans. C'est M. Carlos Santana. Et dès qu'il a l'occasion, il revient toujours voir ses amis dans le quartier. Une autre attraction dans le quartier de la Mission, c'est de voir ces énormes pans de murs ou de maisons peints par des artistes du quartier, ce qui ranime un petit peu certaines maisons un peu laissées aller. Nous ne pourrions quitter San Francisco sans faire un petit tour sur le quartier 8th and Ashbury. Et oui, c'est bien là que le mouvement des hippies eut lieu dans les années 60 à 70, avec l'énorme réputation de San Francisco pendant ces années-là. En fait, ces gens-là mettaient en question les idées financières et politiques de leurs parents. Aujourd'hui, nous retrouvons ces jeunes de cette époque, directeurs de banque, présidents de grandes entreprises, et en général bien au chaud financièrement. Aujourd'hui, le parc et les alentours ont dramatiquement changé. Mais il reste encore quelques vestiges et magasins nous rappelant ces années folles de San Francisco. Quant à lui, le parc reçoit plutôt des gens pour pique-nique et amusements familiaux. Mais certains anciens militants sont toujours là, dans la rue, vivant entre petits joints de Marie-Jeanne et alcool. Et dans tout ça, n'oublions pas les Français. Je ne vais pas sans rappeler que les Français sont venus en Amérique depuis le XVIIe siècle. Mais avançons le temps jusqu'au début du XXe siècle. Et en particulier à San Francisco, parmi les premiers de cette nouvelle vague furent les Aveyronnais, les Béarnais et les Basques. Progressivement, les Français s'organisent et fondent restaurants, buanderies, théâtres
Le quartier français est en plein essor. Je passerai sur les détails qui pourtant sont très intéressants, mais cela me prendrait beaucoup trop de temps. Je vous rappelle que San Francisco était une ville peu sûre, et des rixes éclataient souvent entre les Français et les étrangers. Cette période troublait voir l'émergence d'une communauté française soudée et dynamique. L'érection de Notre-Dame des Victoires en 1856 en est l'exemple le plus frappant. Arrêtons-nous une minute sur l'église Notre-Dame des Victoires, qui fut et qui est encore un point de rencontre spirituel et fraternel, depuis sa création en 1856. À une époque et pendant longtemps, toutes les festivités françaises avaient lieu sous l'église, où une grande salle ont fait profiter à tous les mariages, baptêmes, réunions de clubs français. Arrivé en 1975, le père Étienne Siffer a et continue encore à préserver cette église avec beaucoup de passion. Maintenant, beaucoup de Français, eux aussi, ont bougé en dehors de la ville. Mais Notre-Dame des Victoires reste toujours l'église principale des Français de la Bay Area et de San Francisco. Beaucoup de Français ont prospéré et fait prospérer la ville de San Francisco. Leur savoir-faire a amené un énorme bien-être à la ville, surtout en restauration. Au début, des petits restaurants family style, genre restaurant routier en France, ont été d'un énorme succès grâce au style simple d'une maman à la maison. De nombreux arrivants étaient logés dans ces petits restaurants qui faisaient aussi hôtel, comme l'hôtel Obrero, l'hôtel des Alpes, l'hôtel de France, et cela va de soi l'hôtel des Pyrénées et le Basque Hôtel, pour n'en citer que quelques-uns. À partir des années 50-60, des restaurants de meilleur standing et de haute qualité firent leur apparition, comme le restaurant Le Trianon, avec un grand chef aux commandes, M. René Verdon, qui fut le chef exécutif de John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche. Et aussi bien d'autres, René Hessinger, Alphonse Achirito Garay, Louis Martí Corena, Gabriel Elisech, Roger Minondo, Maurice Spinache, Tito Palomes, Roland Passot. Et maintenant encore, les restaurants français explosent dans la ville de San Francisco. Et une nouvelle génération de chefs français de très haute qualité sont encore ici. Patrick Farjas, ici en photo avec Jacques Pépin, Michel Véron, Jean-Pierre Dubré, Hubert Keller, Gérald Irigoyen. Et pardonnez-moi si je ne peux citer tout le monde. Oui, vraiment, ces gens-là ont amené un plus et surtout une éducation culinaire très importante à San Francisco. Mais non seulement cela, des boulangeries, des crêperies, des garages, un grand nombre de représentants de vin, avec même des vignobles un peu partout en Californie. Mais restons à San Francisco. Je ne pourrais pas faire ce film sans parler de mon ami béarnais, Henri Lapouillade. Henri Lapouillade est le monsieur qui officiellement et industriellement a importé la charcuterie française aux États-Unis. Et surtout le pâté avec des recettes personnelles. Henri nous a quittés il y a 2 ans. Il fut un très grand monsieur dans la colonie française de San Francisco et des alentours. Il avait un grand défaut, c'est qu'il était trop bon. C'est peut-être pour ça que son nom, Henri, comme Henri IV, est béarnais. Je pense que ce sont des tonnes de pâté et charcuterie qu'il a fait donation à toutes les associations françaises pendant des décennies. Ah, encore un autre caractère de la colonie française de San Francisco. Jean-Guy Duport. Il fut pendant plus de 50 ans pratiquement l'unique chanteur des hymnes nationaux franco-américains pour toutes les festivités sociales et culturelles, sans compter des chansons en fin de repas et bien souvent encore 1 ou 2 de plus avec l'orchestre durant le bal. Sa charmante épouse Jeannette l'accompagnait bien souvent pour leur petit tour de chant officiel devant les drapeaux et de temps en temps aussi pour le divertissement des soirées. Je pense qu'il a chanté La Vie en rose plus souvent qu'Edith Piaf. Il a chanté pour les présidents, le général de Gaulle, Pompidou, et aussi pour Maurice Chevalier à la présentation de son livre à San Francisco, et combien d'autres. Comme ici en plein air, avec son épouse Jeannette, et pour le banquet du soir, avec Michel Etcheverry, le chanteur basque invité avec son orchestre pour cette célébration unique du bicentenaire de la Révolution française, le 14 juillet 1989. Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Et à la élevée, et à la élevée, amarrez-vous à notre vague, et l'espérance sauvage. Et même quelques semaines encore avant son décès, sur sa chaise roulante, pour un anniversaire. Oui, vraiment, Jean-Guy Duport a été un personnage incontournable de la colonie française à San Francisco pendant longtemps. Vous êtes mes amours, camarades fortunés, vous me verrez toujours. Puisque j'aborde les associations françaises, les premières se sont créées en 1889 comme la Société à la Gauloise, ou bien la Ligue Henri IV en 1895. Ensuite, ce fut des bouquets d'associations et de clubs. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont vivantes et bien en place. Par contre, d'autres ont disparu ou se sont mises ensemble, dû à la retombée en grand nombre de l'immigration française. Malheureusement aussi, beaucoup de ces premiers pionniers se sont américanisés et la langue française en a pris un coup. Vous trouvez beaucoup de noms français et surtout du sud-ouest, comme Cazenave, La Campagne, Biguet, et bien sûr des noms basques, Etcheverry, Idiar, Goyeneche, etc. Maintenant, beaucoup d'entre eux le regrettent et certains font un effort d'envoyer leurs enfants à l'école française La Pérouse ou à l'école franco-américaine et l'Alliance française qui se débat comme elle peut. Au sud de San Francisco, voici le berceau mondial de l'innovation, la Silicon Valley. Tous les grands noms de la high-tech ont vu jour ici, au total plus de 200 000 entreprises, dont certaines ont été créées par des Français. 50 000 Français travaillent dans la Silicon Valley, un atout majeur sur lequel le consul de San Francisco a décidé de miser. Mais revenons sur San Francisco, le but de notre film. Le Palais de la Légion d'honneur est un musée situé dans le parc Lincoln, dans l'ouest de la ville, un des plus remarquables de la ville de San Francisco. Avec une vue sur le Golden Gate, la collection de quelques 80 œuvres de Rodin, ainsi que son architecture directement inspirée du musée de la Légion d'honneur de Paris. Construit en souvenir des 3600 soldats californiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Il ouvrit ses portes en 1924 grâce aux efforts et à la fortune de la famille Sprickles. Les collections sont variées. Degas, Renoir, El Greco, Lebrun, Rembrandt, David, Courbet, Monet, Van Gogh, Cézanne, Salvador Dali, Matisse et bien d'autres. Encore une autre attraction qui pourrait vous faire passer une bonne journée, c'est le zoo de San Francisco. Maintenant, en remontant une des rues principales de San Francisco, Geary Street, et je vous amène sur Ocean Beach, qui est à 10 km du centre de la ville. Alors là, ça y est, nous sommes vraiment sur l'océan Pacifique. Et la plage de Ocean Beach est une longueur de 5,5 km. En arrivant dans le virage, vous verrez le Cliff House, la maison de la falaise, qui fut le premier construit en 1863 par Charles Butler. En 1881, Adolphe Sutro, un immigrant prussien qui avait fait fortune dans les mines, achète le Cliff House et beaucoup de terrain autour. Mais en 1894, le jour de Noël, le premier Cliff House brûle complètement. Sutro Victorian Cliff House rouvre en février et cela comporte restaurant, galerie d'art avec véranda et une belle vue sur l'océan. Le 7 septembre 1907, encore une fois, le Cliff House brûle complètement. Un modeste remplacement fut reconstruit en 1909 et encore aujourd'hui le Cliff House existe encore.
mais ne reste qu'une ombre de ce magnifique domaine de l'époque de Adolf Sutro. Ah, là aussi une très attractive place, l'Académie des sciences. Une visite magnifique avec toutes sortes d'animaux, vraiment à voir aussi. En voici un aperçu. En arrivant au bout de Ocean Beach, 5 km et demi, nous sommes à la frontière de la ville de Daly City. Et si vous voulez faire du parapente, eh bien soyez les bienvenus. Vous remarquerez ces maisons condamnées à disparaître. Et oui, la nature est toujours la plus forte. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi faire du windsurf sous le Golden Gate. Si vous aimez les vieilles voitures et motos, San Francisco a de nombreux rassemblements, surtout en dehors de la ville. Je vous montre en vitesse rapide quelques prestigieuses collections de voitures et motos avec un peu de musique. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Puisque nous sommes dans les voitures de collection, voilà un Français du Pays Basque, Jacques Arguindegui, qui lui aussi nous a quittés en 2007, mais qui a eu parmi les plus belles voitures du monde, comme des Delahaye, Hispano-Suiza, donc deux ayant appartenu à Pablo Picasso. Jacques était connu sous le nom de Frenchy ou El Vasco. Je pense que sa consécration, c'est d'avoir gagné le premier prix au concours d'élégance de People Beach. Une figurine Fallaci, dont deux créées dans le monde. Et pour le moment, l'unique, la seule retrouvée, et reconstruite par Jacques. Valeur inestimée. Regardez la voiture, dans l'état qu'elle était quand il l'a ramenée de Tchécoslovaquie. J'aurais payé pour m'en débarrasser. Je vous dis pas ce qu'elle vaut maintenant. Il m'a bien fait souvent rigoler, et plaisir aussi, en me disant, tiens, tu veux conduire telle voiture ou telle voiture, amuse-toi quelques jours avec. Pour lui, ces petites voitures, quand même des Pantera de Tomaso, Ferrari,
Lamborghini, 4 Cobras à un moment donné, et des vrais, originales. Pour lui, cela était de l'amusement, pour les fins de semaine, comme il disait. Et j'en passe, bien sûr. Combien d'autres? Combien d'autres? Un autre basque français, Pierre Etcheverry, a quand même fait une petite prouesse lui aussi. C'est d'avoir fait un aller-retour de Oakland, Californie, jusqu'à Biarritz, et de Biarritz à Oakland, en 46 heures de vol. 3 personnes à bord, inclus moi-même. Voyage inoubliable, cela va de soi. Comme quoi en Amérique, tout est possible pour pouvoir arriver à réaliser ses rêves. Le voyage, malgré tout agréable, fut parfois très difficile, des fois même dangereux, car en 1989, le GPS n'existait pas, et les autres connexions radio très limitées. En fait, cela ressemblait un peu à l'époque de Lindbergh. Encore une chose qui m'a marqué en arrivant à San Francisco en 1978, non seulement les voitures, les motos, mais surtout la propreté des gens dans les rues où tout le monde en général se servait des poubelles. Ou alors, ramener leurs déchets dans un petit sac. D'accord, aujourd'hui encore la ville est bien propre, mais cela coûte des millions de dollars de nettoyage. Car les mentalités avec les nouvelles immigrations n'ont pas tous cette délicatesse. En général, nous avons des animaux comme un peu partout. Mais certains étaient nouveaux pour moi en arrivant ici, comme les colibris, oiseaux-mouches, les raccoons, les ratons laveurs que vous pouvez trouver par surprise dans votre garage. Bien sûr, ils sont beaux, mignons, mais je m'en méfie. Ils s'échappent assez vite, mais malgré tout, ils me font peur. Et les opossums, gris, ou sarigue si vous préférez, un marsupial herbivore qui se suspend sur des branches, sur la queue et qui transporte ses petits sur son dos. Soi-disant inoffensif, mais moins je les vois et mieux je me porte. Et aussi, je n'avais jamais vu autant d'écureuils de ma vie, dans les rues, plus que des chats. Et les putois américains, ils sont jolis, mais alors quand ils se relâchent, ça pue. Et ils sont souvent sous la maison. Mais s'ils s'habituent à vous, et si vous ne dites rien, vous ne les dérangez pas, ils vous laissent tranquille, et tout va bien. Et les jets bleus sont aussi magnifiques. Maintenant, il est assez fréquent de voir aussi des coyotes aux alentours, dans les parcs, près des villes, qui crèvent de faim. Quant aux mountain lions, vraiment très rares, mais toutefois vus et de plus en plus, et même certains capturés proches des écoles, en pleine ville. Je ne me rappelle pas d'avoir vu de ma vie des corbeaux aussi gros qu'ici. Les pélicans sont aussi magnifiques à voir quand ils plongent dans l'eau pour attraper leurs poissons. Il y a aussi de nombreux faucons, des vrais aussi d'ailleurs. Au printemps et en automne, vous aurez peut-être la chance d'aller en mer pour voir le passage des baleines. Des petites croisières sont organisées pour cela. Et le bal des baleines est toujours un spectacle inoubliable. Mais malheureusement, dû à la pollution, beaucoup de baleines viennent mourir sur les plages de Californie. La ville de San Francisco
a aussi vu naître des personnages de renommée mondiale. En voici quelques-uns. Jack London, William Hertz et sa petite fille Patricia Hertz, Josh Hartnett, Clint Eastwood, Bruce Lee, O.J. Simpson, Danny Glover, Josh Hartnett, Natalie Wood, Steve Jobs, Jerry Garcia, The Grateful Dead, Johnny Mathis, et combien d'autres. San Francisco a toujours eu son port, mais depuis de nombreuses années, tous les gros bateaux d'énormes conteneurs arrivent de l'autre côté de la baie, dans le port d'Oakland. Cependant, San Francisco continue à recevoir des bateaux de croisière. San Francisco aime le sport, et en particulier le baseball, où cette année, ils sont champions. Et bien sûr le football américain, les 49ers, l'équipe des 49ers de San Francisco. Avec de très jolies filles, les Pom-Pom Girls, qui animent tout le temps les belles rencontres des 49ers. Il n'y a pas encore si longtemps que cela, les 49ers et les Giants se partageaient le même stadium, le fameux Candlestill Park, mais vieillissant rapidement, surtout après la secousse du tremblement de terre de 1989, les Giants ont fait un nouveau parc de baseball, pour eux-mêmes. Et cela va de soi, après d'énormes combats de gros sous, les 49ers ont eux aussi commencé un nouveau parc à Santa Clara, entre San Francisco et San José, en plein dans la Silicon Valley. Les travaux ont à peine commencé que la date du 50e Super Bowl en 2016 a déjà été officiellement retenue hier 21 mai 2013. 68 500 places sont prévues. Et oui, ici aussi, les gens meurent. Le cimetière de San Francisco se trouve à Colma, Daly City, juste en sortant de la ville vers l'aéroport dans le sud. Colma est une petite ville d'environ 1800 habitants sur Terre et 1 500 000 sous terre. En continuant vers l'aéroport de San Francisco qui se trouve à 23 km du centre-ville, je vais m'arrêter à South San Francisco, au Basque Cultural Center que les Basques ont baptisé Gure Etxea, qui veut dire notre maison. Ce centre a été inauguré en février 1982 et ce centre est vraiment le point d'attache de tous les Basques de la région et ceux qui y viennent en vacances. Le basque est très pieux et cela commence toujours par une messe. Ils ont bien sûr aussi un mur à gauche pour jouer à la pelote basque.
Après la messe et l'incontournable partie de pelote, tout le monde s'organise. Beaucoup d'entre eux remplissent le bar, pendant que les autres transforment la cancha du mur à gauche en salle de restaurant, avec bien souvent plus de 600 personnes pour les repas. En général, les fêtes durent pendant 2 jours, avec un grand bal, et qui se termine avec une énorme soupe à l'ail, avant que chacun rentre chez soi. Mais les Basques, même à l'autre bout du monde, ont su garder leur culture. Et c'est de génération en génération que les traditions continuent. Le centre basque a reçu et reçoit encore bien souvent et très discrètement quelques célébrités, dont un en particulier, Bill Clinton, ancien président des États-Unis, venu encourager John Garamendi, basque d'origine, pour sa campagne électorale. Ladies and gentlemen, please welcome the 42nd President of the United States, William Jefferson Clinton, accompanied by California Lieutenant Governor John Garamendi. Thank you. Dans ce cas-là, la discrétion a automatiquement été impossible et tout le monde ne rentrait qu'avec invitation et contrôle très sérieux. Ils nous ont fait rester 20 minutes à l'intérieur de l'édifice après son départ. Pratiquement tous les clubs français organisent des pique-niques 1 fois par an. Et bien sûr, les Basques aussi. Et se retrouvent entre eux, parlent, boivent, dansent, chantent et jouent aux cartes. Agnetto! Sì, calmadito. Même la clique, dont les instruments furent rachetés au club La Gauloise, qui arrêta de jouer il y a des décennies. Le centre basque fut un investissement très difficile à réaliser, avec beaucoup de sacrifices et de courage. Mais aujourd'hui, un des fleurons culturels et associatifs de la région. En espérant que vous viendrez nous voir ou nous revoir, je vous souhaite un bon voyage dans les 2 sens.